situation qui aujourd'hui interpelle justement l'opinion publique qui s'interroge justement sur cette situation. Et là-dessus, le procureur de la République a donc fait une déclaration pour mieux édifier les populations gabonaises. Et puis un mot de santé dans cette édition d'information. Une jeune compatriote, Audrey Benga, demande de l'aide au pouvoir public. En effet, celle-ci est face à des difficultés pour subvenir aux besoins de ses triplés. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Télévision. Prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement de la République. La cérémonie s'est déroulée ce matin au palais de la présidence de la République et cela en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, mais également des 9 juges constitutionnels. Bienvenue Miko, Barthel Boas et Roland Rogombe. Ces jours de serment pour les membres du gouvernement naît de la volonté du chef de l'État d'avancer encore plus vite dans la concrétisation des réformes pour améliorer le quotidien du peuple. La nouvelle équipe gouvernementale est un savant dosage de compétences, d'expérience et d'intégrité. Aujourd'hui, devant le président de la République et les 9 juges constitutionnels, chaque membre du gouvernement s'engage solennellement à travers cette formule consacrée. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État. L'événement de ce jour se tient conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution. Ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup d'exigences du président. Il veut des résultats et ça nous donne la mesure de la tâche. À l'heure où les attentes des populations et les regards de la communauté internationale sont très braqués sur un secteur lié à l'environnement. Et donc, nous allons rapidement, aux côtés du chef du gouvernement, nous mettre au travail. Trop d'émotions et la prise de conscience de la charge du ministère de l'Éducation nationale. Profonde reconnaissance au président de la République, au Premier ministre. Je suis en mission, je remplirai ma mission. Merci. 31 membres du gouvernement composent la nouvelle équipe qui compte 4 ministres d'État, contre un seul dans la précédente. Des 8 personnalités qui intègrent l'appareil gouvernemental, 3 redécouvrent cet univers ministériel avec ses contraintes, ses charges, ses devoirs, mais aussi ses engagements au service du peuple et de la nation gabonaise. L'équipe gouvernementale rendue donc publique depuis 72 heures, toujours dirigée par Julien Kogué-Bekale. Elle est composée essentiellement de 30 membres, dont 20 hommes et 10 femmes. Ces hauts cadres de la République doivent donc s'atteler à mettre en application la vision politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Pour en parler, Ghislaine Ondemasoko. L'univers gouvernemental a changé de physionomie depuis le 2 décembre 2019. Le panorama des ministres au féminin s'est enrichi des anciens et nouveaux visages pour gérer la chose publique. Par rapport au dernier remaniement, 2 femmes entrent dans l'arène. Il s'agit du ministre de la Promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires, Carmen Ndao, et du ministre de la Justice, Erline Antonella Ndembe, épouse Damas. Celles-ci viennent faire preuve de leur efficacité et dynamisme auprès des collègues ministres d'État, ministre de la Défense nationale, Rose Cristiano Soukara-Ponda, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, Denise Mekamne Edizi, épouse Tati, ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail, et de la formation professionnelle chargée du dialogue social, Madeleine Baird. Ministre de la Promotion et de l'intégration de la femme au développement, chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, chargée du suivi de la stratégie de l'investissement humain et des solidarités nationales, Priska Koo, épouse l'Inde. Ministre délégué auprès
du ministre des Affaires étrangères, Nanette Longa Makinda. Ministre délégué auprès du ministre des Transports, de l'Équipement et des Infrastructures, de l'Habitat, Françoise Assungonobam, ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, Yolande Nyonda, et ministre délégué auprès du ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargée du dialogue social, Gisèle Akogé, épouse Ntutu Messoun. Toutes entourées des hommes doivent mettre en pratique la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Bien qu'ayant des postes clés dans le gouvernement, ces femmes, tout comme ces hommes, devraient faire preuve de patriotisme vis-à-vis de la population. Voilà, sur ce plateau, nous recevons Patrick Nzourbekal. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patricia. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, ce gouvernement, il est connu depuis 72 heures. Il a donc été déclaré à nouveau, dirigé aussi par le Premier ministre Julien Kogué-Bekale. Alors, il est question pour ces hommes et femmes, justement, de la République, de mettre sur pied la politique du chef de l'État en ayant plus d'intégrité, de loyauté, mais également d'efficacité. Alors, que vous inspirent ces critères de choix? Alors, le président Ali Bongo Ondimba, depuis son avènement au pouvoir en 2009, est à la recherche d'une meilleure articulation, d'une meilleure stratégie permettant de mieux affiner la politique du gouvernement, de mieux l'articuler. C'est ainsi que, dans cet esprit, il a prescrit au Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Nkoroba-Kala, la mission, la nouvelle feuille de route, je le disais ici hier, de s'entourer désormais des personnalités alliant les critères de compétence, d'expérience, d'intégrité et de loyauté. Et nous revenons sur cette terminologie, sur ces termes, pour dire que pour Ali Bongo Ondimba, expérience et compétence doivent désormais rythmer l'action du gouvernement. Pour une raison bien simple, le président veut démontrer par là qu'il a rompu avec l'eugénisme de son arrivée au pouvoir en 2009, qu'il veut également rompre avec certaines idées reçues d'un certain nombre de membres de son entourage qui parlent de revitalisation, mais aussi de régénération. Il faut savoir que l'expérience et la compétence n'ont pas d'âge. C'est une affaire de rapport entre l'homme et l'environnement dans lequel il doit évoluer. Sur ce plan, on remarque effectivement que le nouveau gouvernement est constitué essentiellement au regard de leur profil, au regard de leur parcours, au regard de leur expérience, d'hommes et de femmes chevronnés, capables de mieux articuler la politique du président de la République. On retrouve par exemple dans ce gouvernement des ministres qui font leur retour dans ce gouvernement et qui ont fait la démonstration depuis quelques années de leur capacité effectivement à remplir les devoirs de leur charge. Je parle notamment des ministres comme le ministre en charge de l'Intérieur qui fait son retour, Lambert Noël Mata. Il y a également dans ce gouvernement des hommes et des femmes comme Denise Mkamna Edidze, qui est ministre rompu à la tâche. Il y a bien entendu le ministre en charge de la communication et bien d'autres. C'est dire que ces hommes, en termes d'expérience et de compétences, seront jugés au pied du mur. Alors Patrick, vous le dites si bien, ces hommes et femmes rompus à la tâche, il faut quand même remarquer que depuis 2009, nous sommes déjà à 9 remaniements depuis l'accession au pouvoir du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et 5 réajustements ministériels toujours dirigés par le ministre Kogué-Bekale. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine instabilité là-dessus? Oui, Patricia, avant de répondre, il faut dire qu'à côté de ces deux critères que je viens d'énumérer, le président de la République en a ajouté 2 pour corser un peu les critères d'éligibilité au sein du gouvernement. Il a ajouté également le critère d'intégrité et le critère de loyauté. Là-dessus, il faut savoir que le critère d'intégrité doit être lié au mouvement que vous observez actuellement dans le gouvernement. C'est-à-dire qu'Ali Bongo estime, après près de 10 ans de magistère, que l'heure de la récréation est désormais révolue, que tous ceux qui prendront des libertés avec l'argent public verront une épée de Damoclès plantée sur leur tête et que la justice va se charger d'eux. L'autre critère, c'est celui de la loyauté. Il y a des hommes qui arrivent au gouvernement, non pas pour servir, mais pour se servir. Là aussi, Ali Bongo estime qu'il faut mettre un terme à la récréation et que cette récréation est désormais derrière nous. Alors maintenant, passant sur le deuxième volet de votre question, effectivement, depuis son arrivée au pouvoir en 2009, il y a eu 9 remaniements et l'équipe de Julien Nkoroba-Kala se caractérise par un certain nombre d'ajustements, 5 au total. Donc 2
dont 3 au cours de ces derniers mois. Est-ce la preuve d'une certaine forme d'instabilité? Beaucoup d'analystes, de politistes, de juristes, de praticiens du droit constitutionnel estiment qu'il s'agit effectivement de cela. Mais Ali Bongo balaie tout cela d'un revers de main. Il estime que pour mieux articuler, pour mieux asseoir, pour donner plus d'assises d'efficacité à son action, il faut changer les hommes. Cela pour parvenir au résultat qu'il souhaite. Il estime, par exemple, je le cite, que dans une configuration, lorsque ça ne marche pas, il faut continuer à changer des hommes pour les faire avancer. Alors, nous verrons, à l'épreuve des faits, si, en changeant les hommes, notamment cette nouvelle équipe, les objectifs seront atteints. Merci encore Patrick Djourbecal pour toutes ces informations. Merci beaucoup. La suite de cette édition d'information dans la tourmente de l'opération Scorpion, eh bien, l'opinion publique qui s'est abreuvée de cette affaire, des interpellations, des arrestations, attend justement les suites de ce scandale politico-financier qui implique plusieurs cadres de l'administration publique. Quelle raison donner à toutes ces interpellations? Léa Bifan nous édifie là-dessus. L'opération Main propre, baptisée Scorpion, initiée par le gouvernement gabonais, se donne la mission de mettre en avant la lutte contre la corruption, le détournement des fonds publics et le blanchiment des capitaux. Cette opération fait des victimes via les interpellations, des mises en cause et des mandats de dépôt à la prison centrale. La plupart des victimes sont des cadres de la haute administration gabonaise. Loin d'épargner personne, le Scorpion a également piqué 3 ex-ministres de la République soupçonnés de détournement massif de fonds publics et corruption. À l'heure actuelle, seules les personnalités proches de l'ancien décès du président de la République et de son mouvement politique AGEV payent les frais. La détermination de la justice gabonaise à apporter des éclairages sur cette affaire devrait donner lieu à une application immédiate de la loi. Si les détournements dénoncés sont avérés, la juridiction de jugement prononcera les condamnations prévues par la loi. On appliquera la règle de la condamnation maximale. C'est l'infraction la plus réprimée qui l'emportera sur l'infraction la moins réprimée. Voilà qui est clairement dit, même si certains présumés auteurs des détournements des deniers publics sont derrière les barreaux, seuls les procès intentés contre ces derniers permettront une réelle manifestation de la vérité. L'arrestation de Tony Ondamba hier à l'extérieur de l'Assemblée nationale suscite donc de nombreuses interrogations. L'ex-membre du gouvernement ne bénéficie-t-il pas d'une immunité parlementaire vu qu'il est le député de Bitam? Pour être mieux édifié, eh bien, je vous invite à suivre cette déclaration du procureur de la République, André-Patrick Ropona. Apporter une précision afin que le peuple soit suffisamment édifié. Hier matin ont eu lieu des interpellations qui ont touché d'anciens membres du gouvernement, parmi lesquels M. Tony Ondamba. Il convient de noter que M. Tony Ondamba est à la base un élu du peuple, c'est un député. Mais sauf que ce dernier a intégré l'exécutif, entendons par là le gouvernement de la République. À partir de cet instant, M. Tony Ondamba ne pouvait plus prétendre bénéficier de l'immunité parlementaire qui en réalité profitait désormais à son suppléant qui siège effectivement au sein de l'Assemblée nationale. À sa sortie du gouvernement, M. Tony Ondamba devait être soumis à une procédure permettant sa réintégration au sein de l'Assemblée nationale. Et que je sache, M. Tony Ondamba aurait pris attache avec l'Assemblée nationale pour être édifié sur les règles à observer afin de réintégrer sa place dans l'Assemblée nationale. Et dès lors que M. Tony Ondamba n'avait pas effectivement réintégré l'Assemblée nationale et qu'il n'avait pas siégé, M. Tony Ondamba ne pouvait pas bénéficier d'une quelconque immunité parlementaire. L'interpellation de ce dernier s'est faite dans les règles de l'art et dans le strict respect des règles de procédure. Je vous remercie. Voilà, c'était là le procureur de la République, André-Patrick Ropona. Et toujours en rapport avec cette actualité brûlante, nous recevons sur ce plateau M. Télésphore Andan, spécialiste en droit privé, en droit public. Désolé. Bonsoir, M. Andan. Bonsoir, madame. Alors, vous venez de suivre avec nous la déclaration du procureur de la République. Cette immunité parlementaire dont on parle tant, comment se traduit-elle en termes de droit ? Alors, du point de vue juridique, l'immunité parlementaire peut être considérée comme l'ensemble des dispositions permettant donc aux parlementaires de bénéficier d'un régime dérogatoire de droit commun, c'est-à-dire d'être des citoyens exceptionnels, notamment dans leur rapport avec la justice,
l'objectif étant de mieux les protéger dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils ne soient pas perturbés par des procédures judiciaires. Alors, mais il faut comprendre que l'immunité parlementaire, en réalité, est double. Il y a deux éléments importants qu'il faut comprendre. D'abord, il y a l'irresponsabilité parlementaire qui protège l'élu, notamment dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, lorsqu'il exerce sa fonction de parlementaire, il faudrait qu'il soit protégé. Le deuxième élément de l'immunité, c'est ce qu'on appelle l'inviolabilité. Et là, l'inviolabilité protège le parlementaire en tant qu'individu, l'objectif étant ici de permettre à ce qu'il puisse être présent lors des différentes manifestations donc, au sein de son assemblée pour exercer convenablement ses missions et surtout de ne pas être perturbé par des procédures judiciaires. Voilà, donc le principe est posé, mais ça ne fait pas, c'est-à-dire l'immunité ne fait pas des parlementaires une sorte de confrérie de privilégiés de la République. Alors dans ce cas, M. Ondon, pour un ancien membre du gouvernement, à quel moment devient-il député pour pouvoir bénéficier justement de cette immunité parlementaire? Alors sur ce point, il y a comme un angle mort juridique, parce que les procédures ne sont pas claires. Si vous prenez l'article 68 de la Constitution, cet article est muet sur cette question-là. Mais en regardant les règlements des assemblées, on constate qu'il y a un principe qui est posé, à savoir que l'élu le ministre qui est député et qui veut réintégrer donc l'Assemblée devrait être présenté lors d'une session plénière. C'est-à-dire il faut naturellement engager une certaine procédure pour lui permettre. Alors le problème ici se pose, c'est de savoir entre le temps où il sort du gouvernement et le temps où il intègre l'Assemblée, il y a donc cet angle mort-là juridique sur lequel il faut certainement statuer. Alors, est-ce qu'il y a des limites concernant justement cette immunité? Alors, comme je venais de le dire, l'immunité parlementaire n'accorde pas, ne permet pas aux parlementaires d'être, n'accorde pas, en fait, l'impunité aux parlementaires. Il y a des mécanismes qui permettent à ce que les parlementaires puissent être jugés, notamment lorsque ils sont pris en flagrant délit, lorsqu'il y a un flagrant délit, ou alors dans cet espace d'angle mort, lorsque le parlementaire se retrouve condamné de façon définitive. Là aussi, il n'y a pas de procédure particulière. Alors, dans d'autres cas, il faut normalement demander donc l'autorisation de lever l'immunité. Et là, selon une procédure particulière. Et pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des mécanismes qui permettent à ce que, lorsque le parlementaire a commis un certain nombre d'infractions, alors on peut arriver à lever l'immunité. Alors, M. Ondon, à la suite notamment de la déclaration de l'Assemblée nationale sur nos antennes hier soir, quelle suite peut-on attendre? Alors, il semble que le président de l'Assemblée nationale, dans sa note d'information, en fait, émet l'idée de saisir les autorités compétentes pour savoir quelle est la conduite à tenir. Et en tout cas, dans l'esprit donc de ce texte-là, il semble que il y a une possibilité ici de saisir la Cour constitutionnelle pour préciser justement ce que j'appelle ici cet angle mort, parce que visiblement il y a quand même, une lacune, non seulement au niveau de la Constitution, mais aussi au niveau du règlement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un peu plus détailler la procédure qui permet à l'ancien ministre donc, qui quitte le gouvernement pour intégrer l'Assemblée. Est-ce qu'il y a à préciser un certain nombre d'éléments pour éviter justement qu'on se retrouve devant une situation où les interprétations peuvent aller dans tous les sens. Donc, à vous entendre, la Cour constitutionnelle devrait en principe se prononcer? Eh bien, si elle vient à être saisie pour peut-être éclairer un peu plus, notamment à travers sa fonction d'interprétation, pour mieux préciser les dispositions, donc pour qu'on arrive à bien comprendre et que le citoyen aussi soit mieux édifié sur cette question-là, pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui permettent, parce que pour le citoyen ordinaire, c'est un peu difficile à comprendre que quelqu'un qui est député, il soit pris. Donc, il est important que les textes soient peut-être beaucoup plus clairs et que les procédures soient beaucoup plus détaillées pour permettre à ce qu'il y ait, on évite donc des confusions inutiles. Merci encore, Monsieur Télésphore Ondon. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit public et vous venez là d'édifier justement le peuple gabonais. La suite de cette édition d'information pour réduire le train de vie de l'État et bien de vastes mesures d'austérité avait été adoptée par le gouvernement de la République, une stratégie qui devait donc permettre de renflouer les caisses de l'État. Pourtant, ces hauts cadres de la République sont présumés coupables de détournement de deniers publics, une affaire qui aujourd'hui émeut l'opinion nationale. Éric Diengue Badinga analyse cette situation. Les images sont signées Gérard Magnani. Le coup de balai, titrait le journal L'Union à sa une du mardi 3 décembre 2019. Plus qu'un balai,
Les écuries d'Ojas méritaient d'être nettoyées au cachère, car le sac était infesté, quoi de tel qu'un scorpion au venin foudroyant pour en venir à bout. L'on se souvient que le gouvernement avait initié un plan de restriction des dépenses publiques qui s'illustrait par la réduction des salaires d'un certain montant, la suspension des recrutements, des avancements et des stages. Pendant que le peuple se pliait à 7 à 16, certains profitaient de leur position privilégiée pour amasser des fortunes avec les deniers publics. Ils roulaient carrosse, pendant que la plèbe était la 5e roue du carrosse. En concertation avec le FMI, ces mesures-là avaient été mises en œuvre. L'étonnement aujourd'hui, c'est qu'un an et quelques mois après, on en vient à constater ces errements au niveau de la gestion et en ce qui concerne la dépense publique. Il y a donc bien évidemment un gros paradoxe. Y a-t-il des mécanismes de contrôle en ce qui concerne la gestion des finances au sein de nos institutions? Quelle est leur viabilité? L'autre question par rapport justement aux agents publics, est-ce que les agents publics sont finalement le bon maillon pour agir sur l'efficacité de la dépense publique, ou alors c'est un souffre-douleur idéal? Extremis malis extrema remedia, disaient les Romains. Au grand mot, les grands remèdes. La plèbe est niaise face à cette hémorragie financière. Pour ouvrir un peu des perspectives, je pense qu'il faut un minimum de transparence à la mesure du choc que le pays est en train d'observer, pour qu'il y ait un minimum de confiance qui s'établisse entre finalement le peuple et l'élite dirigeante. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, dit le proverbe. Point tournant fou. L'actualité au niveau du Parlement avec le tableau épidémiologique du VIH-Sida au Gabon présenté aux honorables députés, membres de la commission Santé, Éducation, Affaires sociales et culturelles. Ils ont donc été édifiés ce matin lors d'une session d'information initiée par les responsables du système des Nations Unies au Gabon. Presse Assemblée nationale pour plus de précisions. Éclairer la lanterne des honorables députés sur la situation épidémiologique du VIH-Sida au Gabon et mieux les outiller sur la question, c'est tout l'intérêt de la présente session de mobilisation et d'information initiée dans la foulée de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida à leur intention par les responsables locaux du système des Nations Unies. En termes de personnes vivant avec le VIH, le nombre total est estimé à 53 000 personnes vivant avec le VIH, tout âge confondu, en sachant que plus du double de ces personnes-là, c'est surtout pour les femmes vivant avec le VIH. Mieux édifié, jeu de questions-réponses à l'appui sur les données clés en matière de VIH, les tendances épidémiologiques avec les personnes vivantes avec le VIH au Gabon ayant accès aux médicaments, l'approbation de la transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse et la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents. Les honorables députés ont pris la mesure de la question et du rôle qu'il est le leur en tant que représentants du peuple. Nous devons être plus pragmatiques, sinon nous nous rendons responsables de la perte en vie humaine de tous ceux qui nous entourent. Nous devons donc accompagner ceux qui en souffrent. D'où le rôle des représentants du peuple que vous êtes est primordial pour accélérer les actions de lutte contre cette pandémie. Restera pour les honorables députés, en dehors d'actions soutenues sur le terrain, à mettre en place un cadre législatif solide en matière de propagation de VIH. Toujours dans le domaine de la santé, découvrir le monde de l'accouchement, cela est désormais possible, comme cela se fait dans d'autres cieux. Dès le 7e mois de grossesse, les futurs parents peuvent, à travers des séances de travail, minimiser les risques de mortalité lors de l'accouchement. Miran Angué et Hervé Digué nous font découvrir cet univers merveilleux. Depuis quelques mois, Félicité Esso, sage-femme dans une structure hospitalière de la capitale gabonaise, prépare des femmes à l'accouchement. Le but est de permettre aux futurs parents de se familiariser avec les mystères de la maternité. Dans ce cours de préparation à l'accouchement, elle vient d'abord s'accommoder avec tous les outils qu'elle pourra utiliser au cours du travail ou en antépartal, donc avant l'accouchement. Donc, en fait, même si ce n'est jamais obligé, mais c'est proposé. On propose à la femme 8 séances de préparation à l'accouchement, avant l'accouchement. À partir du 7e mois de grossesse, les femmes sont suivies chaque semaine sous la supervision d'un coach sportif. La femme vient les samedis avec un prof de sport de l'INJS dans la salle qui est en bas. On n'a pas vu la salle. Elle vient faire la préparation. Donc, elle s'habitue aux outils, tous les outils. Cette préparation n'est pas que physique. Elle est également spirituelle
et psychique. Nous avons vu que les femmes qui sont accompagnées physiquement, psychologiquement et spirituellement accouchaient beaucoup plus facilement que celles qui n'ont jamais été préparées, celles qui viennent découvrir l'inconnu le jour J. Or, les autres savent, elles savent comment on respire. Parce que le but de tout ça, c'est de pouvoir faire en sorte d'alléger toutes les souffrances liées à l'accouchement, les souffrances dites déjà bibliques. Plusieurs outils permettent aujourd'hui de favoriser le travail pour l'arrivée de nouveau-nés, tels que les ballons de maternité, les tapis et tabourets. Autant d'exemples qui pourraient inspirer certaines structures hospitalières où l'accouchement est parfois mal vécu. Voilà, comme le dit donc Mirande Anguet, plusieurs structures hospitalières peuvent donc s'inspirer de cet exemple. Une jeune compatriote, Audrey Benga, sollicite l'aide des pouvoirs publics pour faire face aux besoins de ses triplés. Elle s'est donc confiée à nos reporters sur les difficultés qu'elle éprouve pour prendre soin de ses nourrissons. Arnaud Mabekong, Gérard Miindou. Il faut parcourir près de 400 mètres au départ de la route pour retrouver le domicile de cette jeune étudiante gabonaise de licence 3 à l'université Omar Bongo. Audrey est mère des triplés depuis le 2 septembre de l'année en cours. C'est dans cette maison qu'elle vit avec ses 3 nourrissons dans un contexte difficile car dépourvue de moyens financiers pour s'occuper convenablement de sa progéniture. Ce qui m'amène aujourd'hui devant les médias, c'est présenter mes difficultés que je traverse au quotidien avec les bébés, la garde, comment il faut les nourrir, me nourrir. Un enfant en moyenne, il faut 6 biberons jour. 6 biberons jour, fois 3, ça fait 18 biberons. Sans compter les paquets de couches, les palettes d'eau. Toute cette charge-là est trop lourde pour moi. La jeune maman, qui peine à nourrir ses 3 petits anges, se tourne vers les pouvoirs publics en sollicitant le rapport multiforme. Je demande de l'aide au pouvoir public, à la première dame du Gabon, au ministère des Affaires sociales. Un appel à la solidarité appuyé par son fiancé, diplômé mais sans emploi. Quand ils sont malades ou bien la grippe, c'est tous les 3 en même temps, donc c'est pas évident. Je demande vraiment de l'aide à tous ceux qui peuvent bien sûr m'aider, me venir en aide. Vivant maritalement à plein ciel Bisségué, Audrey et Julie Kael doivent encore payer une facture de 300 000 francs CFA au centre hospitalier mère et enfant Jeanne Ebouri. Voilà, la compatriote Audrey Benga a donc besoin d'aide des pouvoirs publics. Cela dit, deux communiqués dans cette édition d'information. Le premier émane du ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat. Nous l'écoutons, nous le suivons ensemble, nous le découvrons avec vous. L'apparition de bourbiers le long de la route nationale 1 a fortement perturbé le trafic, notamment au PK 70. Le gouvernement de la République met donc tout en œuvre pour un rétablissement rapide de meilleures conditions de circulation. À cet effet, il sera donc procédé à compter du jeudi 5 décembre 2019, c'est-à-dire demain, aux travaux de remise en état de la route pour une meilleure fluidité du trafic. Les 10 travaux pouvant fortement perturber la circulation, une déviation sera donc réalisée afin d'assurer la continuité du trafic durant la période d'exécution de ces travaux. Les agents sur chantier et des panneaux de signalisation orienteront donc les usagers vers la déviation. Aussi, le ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat sollicite-t-il l'indulgence des riverains, mais également des usagers de cette partie du réseau, tout en leur demandant de redoubler de vigilance et d'observer scrupuleusement les consignes de sécurité. Ce communiqué est donc signé du ministère des Transports. Un autre communiqué avant de nous séparer, celui-ci émane de la présidence de la République sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Eh bien, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain, jeudi 5 décembre 2019, à partir de 10h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur l'ensemble du territoire national doivent activement prendre part à cette réunion. Voilà, c'est donc la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. La dernière édition vous sera présentée à 23h par Cabrel Guillain-Lemami. Toutefois, ne quittez pas vos conditions d'écoute. Juste après moi, vous allez suivre l'entretien qui a pour invité le procureur de la République, André Patrick Ropona. Bonne suite de programme sur Gabon Première.